La BMW que tes parents t'ont offerte sera transférée à ton beau-frère, a dit froidement ma belle-mère lors de la réunion de famille. Mon mari a pris une gorgée de son vin et a ajouté « Détends-toi. Ce n'est qu'une voiture bon marché. » J'ai regardé mon mari et ma belle-mère, puis j'ai dit « Tout le monde, jetez d'abord un œil à ceci. » Les gens disent que les familles se déchirent en privé. Ils ont tort. La mienne a commencé à s'effilocher là, au beau milieu de notre barbecue du 4 juillet. La destruction s'est produite juste entre le tintement des verres et l'audace pure et simple des personnes que j'appelais ma famille. Je m'appelle Justine. Je me suis bâti une carrière réussie ici à Charlotte, en Caroline du Nord. De l'extérieur, nous ressemblions à la parfaite famille américaine. Nous avions la belle maison et les photos de vacances impeccables, mais à l'intérieur de mon mariage, il y avait un règlement silencieux et étouffant. Sa famille exige et Justine paie. J'ai grandi en croyant que le mariage signifiait faire partie d'une équipe. Je pensais que l'amour se mesurait au respect mutuel. Mais j'ai vite appris que mon rôle était simplement de financer leur style de vie sans poser de questions. J'étais l'épouse qui a appris à mordre sa langue pour que le ménage fonctionne sans accroc. Quand ma belle-mère a eu besoin que ses factures médicales coûteuses soient payées, j'ai silencieusement signé le chèque. Quand mon beau-frère a plafonné ses cartes de crédit pour des bêtises absolues, mon mari m'a culpabilisé pour que je couvre la dette. Il me qualifiait d'indépendante et de fiable. Ces mots sonnaient comme des compliments jusqu'à ce que je réalise la vérité. Il voulait vraiment dire que je ne me défendrais pas quand il prendrait ce qui était à moi. Mon mari a toujours présenté ses exigences comme un devoir familial. Il s'attendait à ce que je sois une servante dévouée qui absorbait leurs désastres financiers sans une seule plainte. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, j'étais immédiatement qualifié d'égoïste et d'ingrate. J'ai passé des années à me faire toute petite pour accommoder leurs égos démesurés. Je me suis convaincu que le maintien de la paix valait la ponction financière. Je croyais que si je donnais juste un peu plus, ils m'accepteraient enfin comme l'une des leurs. Mais les personnes toxiques n'ont pas de limite. Plus vous donnez, plus elles en attendent. Leur sentiment de droit a grandi jusqu'à tout consumeur sur son passage. Cette dynamique toxique s'est finalement transformée en quelque chose de malveillant. Ils pensaient que j'étais complètement aveugle à leur manipulation. Ils pensaient qu'ils pouvaient littéralement me voler et ensuite exiger les clés de ma voiture devant toute une foule. Ils ont pris mes années de silence pour de la stupidité. Mais ils m'ont gravement sous-estimé. Je n'étais pas juste assise là à subir leurs abus. Je rassemblais des preuves. Au moment où ce barbecue est arrivé, mes limites avaient été piétinées pour la dernière fois. Au moment où mon mari m'a regardé avec cette expression suffisante et a qualifié ma propriété de voiture bon marché, quelque chose en moi a finalement cédé. La belle-fille polie et fiable est morte là, sur la terrasse. Si vous avez déjà du sourire face au manque de respect d'une famille toxique tout en planifiant secrètement votre sortie, vous savez exactement à quel point ce fardeau est lourd. Bienvenue en mode vengeance. Assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement et de partager vos propres histoires de survie dans les commentaires ci-dessous car parfois, s'en aller n'est pas suffisant. Parfois, il faut d'abord exposer la vérité absolue. Des mois avant ce suffocant barbecue du 4 juillet, mes limites étaient déjà mises à l'épreuve par un flot incessant de demandes financières. Mon mari, Franklin, avait toujours un discours prêt sur l'unité familiale chaque fois qu'une nouvelle facture arrivait. Sa mère, Ruth, traitait mon compte en banque comme son fonds d'urgence personnel. Quand elle a passé une semaine à l'hôpital pour une intervention mineure, les factures ont été directement envoyées à notre adresse. Franklin a simplement posé les enveloppes sur mon bureau et s'en est allé. Je les ai payées pour éviter son traitement silencieux. Son frère Vance était nettement pire. Vance traitait l'emploi comme une simple suggestion plutôt qu'une nécessité. Il passait ses journées à plafonner des cartes de crédit pour des vêtements de marque et des consoles de jeux coûteuses. Lorsque les agences de recouvrement ont commencé à appeler, Franklin m'a fait asseoir et m'a expliqué que nous devions intervenir. Il a insisté sur le fait que couvrir la dette de son frère était le seul moyen de protéger la réputation de la famille. J'ai argumenté avec lui. Je lui ai dit que nous ne pouvions pas nous permettre de financer les choix imprudents d'un homme adulte. Franklin a immédiatement déformé le récit. Il a prétendu que je manquais d'empathie et que je ne comprenais pas ce que signifiait la vraie loyauté. Le volume d'argent qui quittait mes mains était stupéfiant. J'ai signé des chèques pour plus de 5 000 $ juste pour solder ces comptes de carte de crédit. Chaque fois que je signais mon nom, une partie de mon respect pour mon mari s'effritait. J'ai réalisé que mon revenu était la colle qui maintenait leur fragile réalité.
J'ai arrêté d'acheter des choses pour moi-même. Je faisais des heures supplémentaires à mon cabinet juste pour construire un filet de sécurité qu'il ne pourrait pas toucher. Mais plus je fournissais, plus il normalisait mes sacrifices. Je n'étais plus considéré comme une partenaire dans ce mariage. J'étais un distributeur automatique de billets. Le tournant décisif est arrivé le jour de mon anniversaire. Ma mère biologique, sachant à quel point je travaillais dur et combien peu je dépensais pour moi-même, m'a surprise avec un cadeau incroyable. Elle m'a acheté une BMW toute neuve. C'était un véhicule magnifique, élégant et très fiable. Je me suis assuré que les documents légaux étaient blindés. Le certificat d'immatriculation, la carte grise et la police d'assurance automobile étaient tous strictement à mon seul nom. Je n'ai inclus Franklin sur aucun des documents. Je voulais une seule chose dans ma vie qui m'appartienne entièrement. Le jour où j'ai garé la voiture dans notre allée, l'atmosphère à l'intérieur de la maison a changé instantanément. Ruth est sortie sur le porche, ses yeux traçant les lignes du véhicule avec une faim qu'elle ne pouvait cacher. Elle ne m'a pas félicité. Elle a simplement demandé combien coûtait la prime d'assurance. Vance a tourné en rond autour de la voiture, passant ses mains sur le capot comme s'il en avait déjà revendiqué la propriété. Il ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire non plus. La campagne de manipulation a commencé dès le lendemain matin. Vance m'a surprise dans la cuisine pendant que je versais du café et m'a demandé nonchalamment les clés. Il a prétendu qu'il avait un entretien d'embauche à l'autre bout de la ville et qu'il avait besoin d'un véhicule fiable juste pour quelques jours pour faire bonne impression. Je savais que son CV était complètement vide. Je lui ai dit non. J'ai proposé de payer un taxi à la place. Il a ricané, a marmonné quelque chose dans sa barbe et est sorti de la pièce en trombe. Plus tard dans l'après-midi, Ruth m'a coincé dans le salon. Elle s'est assise sur le canapé et a commencé à parler de l'importance de partager nos bénédictions. Elle a mentionné nonchalamment qu'un véhicule haut de gamme comme celui-ci était vraiment un atout familial et devrait être utilisé par celui qui en avait le plus besoin. J'ai gardé une expression neutre. Je lui ai dit que la police d'assurance ne me couvrait que moi en tant que conducteur principal et que je ne risquerais pas la responsabilité. Ce soir-là, Franklin m'a confronté dans notre chambre. Il faisait les 100 pas sur le tapis, visiblement agité par mon refus de donner les clés. Il reniflement a élevé la voix, exigeant de savoir pourquoi j'étais si têtu. Il a dit que son frère était en difficulté et avait beaucoup plus besoin de la voiture que moi pour mon court trajet quotidien. Il m'a accusé d'étaler ma richesse devant sa famille juste pour qu'il se sente inadéquat. J'ai tenu bon. J'ai enfermé les clés dans le tiroir de mon bureau et lui ai dit que la discussion était définitivement close. Le silence qui a suivi était lourd et hostile. Ils ont réalisé que je n'étais plus disposé à céder, et leurs demandes subtiles se sont rapidement transformées en un ressentiment froid et calculé. Mon refus de livrer le véhicule a bloqué avec succès leur cupidité immédiate. Mais je n'avais absolument aucune idée que Vance était acculé par des créanciers agressifs. Exactement 3 semaines avant ce funeste barbecue, la tension dans la maison a pris une tournure nettement criminelle. Je suis rentré du bureau tard un mardi soir. La maison était étrangement silencieuse. Normalement, la télévision dans le salon diffusait à plein volume des chaînes de sport ou des talk shows. J'ai posé ma mallette près de l'entrée et je suis monté à l'étage pour me changer. En entrant dans la chambre principale, j'ai immédiatement remarqué la porte du placard grande ouverte. Mon estomac s'est noué. Je me suis approché et j'ai vu le lourd coffre-fort en acier encastré dans le mur. La porte métallique épaisse était ouverte. Les étagères intérieures étaient complètement vides. La collection de bijoux de mariée que ma grand-mère m'avait transmise avait disparu. Les boîtes en velours contenant des boucles d'oreilles en diamant, un collier en or massif et des bracelets vintage manquaient. La valeur totale dépassait facilement $20 000. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro du service de police de Charlotte. En 20 minutes, 2 officiers en uniforme ont frappé à la porte d'entrée. Leur arrivée a provoqué une onde de choc dans la maison, réveillant les résidents qui sont soudainement sortis de leur chambre. Ruth et Vance se sont immédiatement lancés dans une performance théâtrale. Ruth s'agrippait au bord du comptoir de la cuisine, prenant des respirations courtes et exagérées comme si elle était sur le point de faire une crise de panique. Elle a baragouiné aux officiers à quel point elle était terrifiée, sachant qu'un intrus armé avait violé leur maison. Vance arpentait le sol du salon, passant ses mains dans ses cheveux, maudissant bruyamment la sécurité déclinante du quartier. Il a exigé agressivement que la police mette en place des patrouilles et trouve les dangereux criminels qui avaient fait ça. Franklin est arrivé dans l'allée peu de temps après.
Il est entré dans la maison, a écouté le rapport de police, et a à peine regardé le coffre-fort vide. Il a poussé un lourd soupir et m'a pris à part. Il m'a dit de me calmer et d'arrêter de faire perdre leur temps aux officiers. Il a déclaré nonchalamment que les cambriolages se produisaient tout le temps en ville. Il m'a demandé de déposer une réclamation d'assurance et a complètement laissé tomber l'affaire. Arguant que les biens matériels pouvaient être remplacés et que je devrais simplement être reconnaissante que personne n'ait été physiquement blessé. Les officiers ont pris nos dépositions, m'ont donné une carte de visite avec un numéro de dossier, et sont partis vérifier le périmètre. L'officier principal a spécifiquement noté l'absence d'effraction sur son presse-papier avant de franchir la porte d'entrée. Une fois que les gyrophares bleus se sont estompés dans la rue, la maison est revenue à un calme précaire. Tous les autres se sont retirés dans leur chambre, me laissant seul dans le couloir. Je suis descendu et j'ai commencé ma propre inspection des limites de la propriété. Le récit qu'ils ont servi à la police n'avait absolument aucun sens. J'ai méticuleusement vérifié la porte d'entrée, les portes-fenêtres du patio, et chaque fenêtre du rez-de-chaussée. Il n'y avait pas de verre brisé sur le sol. Il n'y avait pas de rayures ou de bosses sur les peines dormants. Les moustiquaires de sécurité étaient parfaitement intacts. Notre chien, qui aboie habituellement après le facteur, n'avait pas fait un seul bruit de tout l'après-midi. Je suis retourné dans la chambre principale et j'ai regardé autour de moi. Mon ordinateur portable coûteux était bien en vue sur le bureau, le cordon d'alimentation toujours branché dans le mur. Un tiroir contenant de l'argent liquide et une montre haut de gamme était légèrement ouvert mais intact. Un cambrioleur lambda à la recherche d'un coup rapide aurait vidé le bureau en quelques secondes. De plus, le coffre-fort était complètement intact. Les charnières en acier massif étaient droites. Il n'y avait pas de marque de levier d'un pied de biche et le métal autour de la serrure ne montrait aucun signe de manipulation. Le clavier électronique avait été utilisé pour entrer le code numérique correct. Quelqu'un était entré dans la pièce, avait tapé le mot de passe, avait pris les bijoux, et était ressorti sans déranger un seul vêtement ni renverser une lampe. La logique sous-jacente s'est cristallisée dans mon esprit avec une clarté aiguë. Vance avait désespérément besoin d'une énorme somme d'argent pour rembourser ses créanciers agressifs avant qu'il n'intente une action en justice contre lui. Il ne pouvait pas voler la voiture car voler un véhicule immatriculé est un crime majeur qui laisse une énorme trace écrite. Prendre un véhicule sans le certificat d'immatriculation approprié est inutile pour obtenir de l'argent rapidement. Mais des bijoux vintage non traçables sont une classe d'actifs entièrement différente. Les colliers en or et les diamants non sertis peuvent être écoulés chez divers prêteurs sur gage ou bijoutiers indépendants à travers les frontières des États en quelques heures, ne laissant absolument aucune empreinte numérique ou donnée de suivi. Le crime entier était indéniablement une affaire interne. Exécutée par un homme désespéré et couverte par sa propre mère. Le matin après le départ de la police, Franklin se tenait dans la cuisine en sirotant son café et a offert une explication qui semblait bien trop parfaite. Il s'est appuyé contre le comptoir en marbre en tenant sa tasse et a adopté un ton de légère frustration. Il m'a dit qu'il avait remarqué que la connexion Internet était terriblement lente la nuit précédente pendant qu'il regardait un film en streaming. Pour résoudre le problème, il a dit qu'il était allé dans la buanderie et avait effectué une réinitialisation matérielle du routeur sans fil principal. Il a mentionné nonchalamment que le redémarrage avait dû perturber la configuration réseau de notre système de sécurité domestique, provoquant la déconnexion des caméras et l'échec de l'enregistrement pendant la fenêtre exacte du cambriolage. Il a livré cette excuse technique avec une aisance étudiée, secouant la tête comme si le timing n'était qu'une coïncidence malheureuse. Je me tenais de l'autre côté de l'îlot de cuisine, l'écoutant construire son alibi. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement hoché la tête, en maintenant une expression complètement vide, et je me suis versé une tasse de thé. Je l'ai laissé croire que son explication avait complètement satisfait ma curiosité. Franklin est parti pour son bureau peu après le petit déjeuner. Ruth a annoncé qu'elle emmenait Vance dans un restaurant local pour calmer ses nerfs après l'épreuve de la nuit précédente. Au moment où leurs pneus ont quitté l'allée, je me suis immédiatement mise au travail. Je suis allé directement au placard technique dans le couloir. J'ai contourné le routeur Internet et j'ai déverrouillé l'armoire métallique abritant l'unité d'enregistrement de surveillance principale. Franklin supposait que j'étais ignorante de l'architecture réseau de notre propre maison. Il avait oublié que c'était moi qui avais engagé la société de sécurité pour installer le système. Je savais que les caméras étaient câblées directement à un disque de stockage localisé et ne dépendaient pas d'une connexion Internet sans fil continu pour enregistrer les séquences. J'ai pris un tournevis dans le garage,
J'ai retiré les 4 vis du boîtier et j'ai soigneusement extrait le disque SSD de la carte mère. J'ai glissé le disque dans mon sac à main, j'ai verrouillé la porte d'entrée et j'ai conduit directement en ville. Je me suis garé devant un immeuble commercial quelconque et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. Je suis entré dans un bureau tranquille et j'ai été accueilli par mon vieil ami, Beau. Il travaillait comme expert indépendant en criminalistique des données, s'occupant de la récupération numérique pour des entreprises clientes et des enquêtes judiciaires. Je lui ai tendu le disque par-dessus son bureau encombré. Je ne lui ai pas raconté une longue histoire émouvante. Je lui ai juste dit que mon mari prétendait qu'une réinitialisation du routeur avait effacé les images de sécurité et que j'avais besoin de savoir exactement ce qui était arrivé au secteur de stockage. Beau a pris le disque, a ajusté ses lunettes et l'a immédiatement branché sur une station d'accueil de diagnostic spécialisée connectée à son terminal principal. La pièce bourdonnait du son des ventilateurs de refroidissement pendant que son logiciel cartographiait les partitions brutes. Beau a tapé une série de commandes, ses yeux balayant les lignes de code en cascade qui se reflétaient sur ses moniteurs. Il est resté silencieux pendant plusieurs minutes avant de mettre en pause le défilement. Il s'est adossé à sa chaise et a montré un horodatage spécifique surligné en texte rouge à l'écran. Le disque n'avait pas échoué à cause d'une erreur réseau ou d'un cycle d'alimentation soudain. Beau a expliqué que la table des fichiers maîtres montrait une commande de formatage manuel délibérée. Quelqu'un avait physiquement accédé à l'interface de l'enregistreur vidéo numérique, navigué dans les menus administrateurs et exécuté un effacement complet du disque de stockage à exactement 21h42 la veille au soir. La suppression était intentionnelle, ciblée et nécessitait le mot de passe maître du système. J'ai fixé l'horodatage sur le moniteur. 21h42 était précisément 15 minutes avant que je n'arrive dans le garage en rentrant du travail. C'était la fenêtre de temps exacte pendant laquelle Franklin prétendait être en bas en train de réparer Internet tandis que Ruth et Vance étaient supposément dans leur chambre. Le journal technique a démantelé tout son récit du matin. Beau s'est tourné vers moi et a déclaré que le formatage standard ne supprime que les pointeurs du répertoire de fichiers, laissant les données brutes sous-jacentes intactes jusqu'à ce qu'elles soient écrasées par de nouveaux enregistrements. Parce que j'avais éteint le système et retiré le disque immédiatement ce matin, les fichiers vidéo réels de la nuit dernière étaient toujours physiquement présents sur les secteurs du disque. Beau a lancé un protocole de récupération forensique approfondi. Une barre de progression est apparue sur son moniteur secondaire, calculant le temps nécessaire pour reconstruire les clusters vidéo fragmentés. 2 jours plus tard, Beau m'a rappelé à son bureau. La lumière pâle qui illuminait ses moniteurs n'a pas seulement exposé un crime. Elle a fondamentalement modifié tout le paysage de mon mariage. Je me tenais derrière sa chaise et regardais les images reconstituées défiler sur l'écran. Je ne décrirai pas chaque seconde écœurante de ce que j'ai vu pour l'instant, mais être témoin de l'audace pure et simple de la trahison a allumé un feu dans ma poitrine. Un œuf froid et lourd de pure fureur s'est installé dans mon estomac. Les personnes qui s'asseyaient à ma table et acceptaient mon soutien financier avaient méticuleusement planifié et exécuté un raid sur mon sanctuaire personnel. J'ai regardé attentivement leurs visages. Ils n'avaient pas l'air coupables ou paniqués. Ils avaient l'air entièrement en droit de le faire. J'avais besoin de preuves corroborantes pour solidifier la preuve visuelle. J'ai sorti mon téléphone et je me suis connecté à un service de surveillance de crédit en arrière-plan que j'avais précédemment mis en place lorsque nous avions co-signé un prêt mineur des années auparavant. J'ai lancé une enquête rapide sur Vance. Les résultats se sont chargés instantanément sur mon écran. Un énorme solde de cartes de crédit de longue date qui était gravement en souffrance depuis des mois affichait soudainement un solde nul. Un important paiement en espèces localisées avait soldé son compte quelques heures seulement après le cambriolage. La chronologie financière correspondait parfaitement aux horodatages des séquences de surveillance. La preuve était absolument indéniable. Mon instinct immédiat a été d'appeler les autorités et de les faire arrêter avant le dîner. J'ai attrapé mon téléphone, mais Beau a levé la main et m'a arrêté. Il m'a mis en garde contre le fait d'agir sous le coup de l'émotion brute. Il a expliqué que se précipiter dans une confrontation sans une documentation en béton leur donnerait de la marge pour manœuvrer et mentir. Il avait besoin de temps pour compiler un rapport complet de récupération forensique. Il a détaillé la nécessité absolue d'établir une chaîne de possession stricte pour les fichiers numériques afin de garantir leur recevabilité devant un tribunal. Il devait extraire les métadonnées, générer des valeurs de hachage sécurisées et documenter la méthodologie exacte utilisée pour contourner la commande de formatage manuel. Si reniflement j'allais au commissariat avec juste une accusation verbale et un fichier vidéo brut sur une clé USB, un bon avocat de la défense pourrait arguer que les images avaient été falsifiées ou acquises illégalement.
Beau a insisté pour sécuriser les signatures numériques et formater les journaux de données pour répondre à des normes juridiques rigoureuses. J'ai accepté son calendrier. Cependant, ma décision d'attendre n'était pas simplement une question de préparation forensique. Le reniflement était une pause tactique calculée. Je devais exécuter un dernier test. Les images de surveillance impliquaient clairement Ruth et Vance, mais le niveau exact d'implication de Franklin restait une inconnue cruciale. Mon mari était-il le cerveau derrière ce vol coordonné? Un complice silencieux qui a fermé les yeux? Ou juste un lâche profondément manipulé? Si je les confrontais immédiatement, Franklin jouerait inévitablement la victime ou prétendrait une ignorance complète. En restant complètement silencieuse et en maintenant ma routine normale, je lui ai donné l'espace pour révéler sa véritable allégeance. Je voulais voir s'il finirait par avouer ou s'il continuerait à me manipuler tout en regardant sa famille profiter de ma perte. J'ai quitté le bureau de Beau et j'ai conduit directement vers un quartier commercial de l'autre côté de la ville. Je ne suis pas rentré chez moi. Je suis entré dans la réception d'un cabinet d'avocats en droit de la famille très réputé et j'ai demandé une consultation d'urgence. Je me suis assise en face d'une avocate spécialisée en divorce chevronné et j'ai exposé l'historique des abus financiers, les biens volés et les preuves forensiques imminentes. J'ai également fourni une copie de l'acte de fiducie qui prouvait ma propriété exclusive de notre résidence. Je lui ai demandé de commencer immédiatement à rédiger les accords de séparation et les documents de protection des biens. Je voulais que les papiers du divorce soient entièrement préparés, imprimés et prêts à être signifiés au moment exact où je déciderais de faire tomber le marteau sur sa famille. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai préparé le dîner comme si absolument rien n'avait changé. Je reniflement me suis assise en face de Franklin à la table de la cuisine, l'écoutant se plaindre de sa journée de travail pendant qu'il mangeait la nourriture que j'avais achetée. J'ai souri. J'ai hoché la tête. J'ai joué le rôle de la belle épouse ignorante à la perfection. Le piège était méticuleusement tendu. La documentation légale était en cours de traitement. Et le compte à rebours avant leur destruction inévitable avait officiellement commencé. Et la réponse finale de Franklin a été pleinement affichée le 4 juillet devant des dizaines de parents tenant des assiettes de barbecue. Le soleil de l'après-midi tapait sur notre terrasse arrière. Tantes, oncles et cousins éloignés s'entassaient autour des tables de pique-nique, mangeant de la viande rôtie et buvant des bières fraîches. L'atmosphère était bruyante et festive, masquant entièrement l'hostilité qui couvait à la table centrale. J'étais assise tranquillement à observer la dynamique familiale se dérouler. Ruth se tenait près du grill, un verre de vin à la main, commandant l'attention de tous à portée de voix. Elle aimait avoir un public. Elle se nourrissait de la validation publique. Alors que les conversations commençaient à se calmer, elle a tapoté son ongle contre son verre et a élevé la voix pour faire une annonce. Elle a souri vivement à la foule rassemblée et a déclaré que mon véhicule, la BMW garée devant, serait officiellement transféré à Vance. Elle a présenté cela comme un bel acte de solidarité familiale. Elle a dit aux invités que Vance remettait enfin sa vie en ordre et avait besoin d'un véhicule fiable pour décrocher une nouvelle carrière. Les parents ont murmuré leur approbation, hochant la tête au récit d'un foyer solidaire. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce qui se passait réellement en coulisses. Ils voyaient juste une belle fille généreuse faisant son prétendu devoir. Mais l'audace ne s'est pas arrêtée à une simple déclaration verbale. Vance s'est approché de la table de la terrasse où j'étais assise. Il n'a pas demandé les clés. Il n'a pas supplié ou plaidé comme il l'avait fait des mois auparavant. Au lieu de cela, il a plongé la main dans la poche de sa veste et en a sorti un dossier manille. Il l'a ouvert et a posé 2 feuilles de papier impeccables directement devant mon assiette. J'ai baissé les yeux et j'ai immédiatement reconnu les formulaires d'état standard. C'était un certificat d'immatriculation de véhicule et un acte de vente juridiquement contraignant. Chaque ligne des documents était déjà remplie d'une écriture soignée. Vance avait écrit son propre nom dans la section de l'acheteur. Il avait rempli le numéro d'identification du véhicule, la marque, le modèle et le kilométrage actuel. Il a même eu l'audace d'inscrire un prix d'achat d'exactement $1 pour contourner la lourde taxe de vente sur les véhicules. Les seuls espaces vides restants sur les documents étaient les lignes désignées pour que le vendeur principal signe et date. Vance a sorti un stylo noir de la poche de sa chemise, a cliqué sur le dessus et l'a laissé tomber sur la table juste à côté du titre de propriété. Le bavardage autour de nous s'est complètement éteint. Les parents ont cessé de manger et ont tourné leur attention vers notre table, sentant le changement soudain d'atmosphère. La pression dans l'air était suffocante. C'était une embuscade coordonnée.
Ils ont délibérément attendu un jour férié majeur pour me coincer devant la famille élargie. Calculant que je serais trop embarrassé pour faire une scène ou refuser leur demande en public. Je n'ai pas regardé les papiers. Je n'ai pas regardé Vance ou Ruth. J'ai lentement tourné la tête et j'ai regardé directement mon mari. C'était le moment. Reniflement, c'était l'aboutissement ultime de la pause tactique que j'avais initiée dans le laboratoire de criminalistique. J'ai regardé Franklin dans les yeux, lui donnant une dernière chance d'intervenir. J'ai attendu qu'il se lève, écarte les papiers et dise à son frère que le véhicule appartenait à sa femme. J'ai attendu qu'il établisse enfin une limite et défende notre mariage contre la cupidité incessante de ses parents. Franklin m'a regardé en retour. Son expression était complètement dénuée d'empathie. Il a laissé échapper un court soupir dédaigneux, a pris son verre de vin et a bu une longue gorgée. Il s'est penché en avant, a tapé vivement son index contre la ligne de signature vierge de l'acte de vente et a parlé d'un ton froid et exigeant. « Signe-le, Justine », a-t-il ordonné à voix haute, s'assurant que les parents autour pouvaient l'entendre. « Joue le jeu de l'équipe. Si tu te soucies vraiment de cette famille, tu le feras. » Le dernier fil qui tenait mon mariage s'est rompu à 7 secondes exactes. Le test était officiellement terminé. Franklin avait fait son choix définitif, choisissant explicitement de s'aligner avec sa mère et son frère. Tout doute persistant que j'entretenais s'est évaporé dans l'air estival. L'homme assis à côté de moi n'était pas un partenaire. Il était un participant actif à ma destruction. La dernière once de déception en moi a été complètement balayée, remplacée instantanément par une froideur absolue. J'ai tendu la main et j'ai fermement poussé le certificat d'immatriculation et l'acte de vente sur la table, regardant le papier glisser loin de mon assiette. Je n'ai pas prononcé un seul mot à Franklin. Je me suis levé de ma chaise. Le mouvement brusque et délibéré a attiré l'attention des invités environnants. J'ai sorti mon smartphone de ma poche et j'ai marché résolument vers la grande télévision intelligente montée contre le mur de briques du patio. J'ai fait glisser mon doigt vers le bas sur mon écran et j'ai appuyé sur l'icône de diffusion. La musique country entraînante qui jouait dans les haut-parleurs extérieurs s'est brusquement coupée. Un silence lourd et déroutant a recouvert le jardin alors que le grand écran vacillait, synchronisé avec mon appareil, et devenait noir absolu pendant une brève seconde. J'ai appuyé sur lecture. Les images de surveillance haute définition ont illuminé le patio. La vidéo affichait le contraste saisissant en noir et blanc de la vision nocturne infrarouge, capturant l'intérieur de ma chambre principale. Des dizaines de parents ont retenu leur souffle en reconnaissant les deux silhouettes à l'écran. Il n'y avait aucune erreur d'identité possible. L'angle de la caméra capturait parfaitement Vance rampant sur le tapis, se dirigeant directement vers le coffre-fort mural. Ruth le suivait de près, montant la garde près de la porte de la chambre, jetant constamment des coups d'œil dans le couloir pour s'assurer que la maison était vide. Les invités ont regardé avec une horreur absolue Vance taper facilement le code numérique, ouvrir la lourde porte en acier et commencer à sortir les boîtes en velours contenant les bijoux de ma grand-mère. Il a fourré les pièces coûteuses dans un sac de sport, souriant largement. Puis les microphones audio sensibles intégrés à la caméra ont capté leur voix. Le son a résonné clairement dans les haut-parleurs du patio. Ruth s'est avancée, regardant dans le sac de objets de valeur volés. C'est assez pour rembourser la dette, a-t-elle chuchoté sèchement sur l'enregistrement. Vance a fermé le sac. Ruth a posé une main sur son épaule et a prononcé la dernière phrase accablante. Ensuite, nous prendrons la BMW. La vidéo s'est terminée, se figeant sur l'image de leur visage. La réalité de la situation s'est abattue sur le barbecue. Un hoquet de stupeur collectif a parcouru la foule de parents. Un oncle a laissé tomber son assiette, brisant la porcelaine et renversant de la nourriture sur le béton. Ruth est devenue blême. Le sourire confiant et étudié qu'elle arborait tout l'après-midi a complètement disparu. Elle s'est immédiatement jetée en avant, agitant frénétiquement les mains. Elle a crié que la vidéo était une fabrication malveillante. Elle reniflement m'a accusé d'avoir engagé quelqu'un pour altérer les images, criant le mot deepfake encore et encore à quiconque voulait bien l'écouter. Vance a reculé de la table, balbutiant de manière incohérente, essayant désespérément de construire un mensonge crédible pour se sauver. Je n'ai pas élevé la voix pour contester leur dénégation pathétique. J'ai simplement plongé la main dans mon sac fourre-tout et j'en ai sorti une épaisse enveloppe scellée. Je l'ai déchirée et j'ai claqué une pile de documents juste au-dessus de l'acte de vente vierge que Vance avait fourni plus tôt. Ceci est un rapport de récupération forensique. J'ai annoncé clairement, ma voix coupant sans effort les cris hystériques de Ruth.
J'ai montré le papier épais posé sur le bois. Il est imprimé sur du papier à en-tête officiel de l'entreprise et porte la signature numérique certifiée d'un expert en données indépendant. Il contient les métadonnées exactes des fichiers, les valeurs de hachage sécurisées et le journal de diagnostic précis montrant la commande de suppression manuelle exécutée depuis notre réseau domestique. Ceci est une preuve recevable en justice. Avant que Ruth ne puisse formuler une autre excuse désespérée, j'ai claqué le deuxième document sur la table. Et ceci est un relevé financier vérifié montrant un énorme solde de carte de crédit en souffrance entièrement remboursé en espèces quelques heures seulement après la disparition de mes bijoux. J'ai déclaré en regardant directement Vance. Le montant exact en dollars correspond à la valeur de revente de leur volet. La preuve indéniable reposait sous le soleil éclatant de l'été. La trace écrite était absolue. Les preuves techniques étaient juridiquement solides. Les parents qui venaient d'applaudir la générosité de Ruth quelques minutes auparavant la regardaient maintenant avec un profond dégoût. Franklin est resté figé sur sa chaise de patio, son visage vidé de toute couleur, fixant d'un air absent les documents qui venaient de démanteler toute sa famille. Le visage de Franklin est devenu complètement pâle alors que la réalité de la situation pénétrait enfin son arrogance. Il s'est rapidement avancé, tendant la main pour saisir mon bras. « Justine, allons à l'intérieur pour parler en privé », a-t-il plaidé, sa voix tombant dans un murmure désespéré. « Ne fais pas une scène pareille ici dehors. » J'ai violemment arraché mon bras de sa prise. J'ai fait un pas délibéré en arrière, mettant une distance physique entre nous. J'en avais entièrement fini de ménager son confort. « Je ne fais pas une scène, ai-je répondu, projetant ma voix pour que tout le patio puisse entendre chaque mot. J'exécute une conséquence. J'ai plongé la main dans mon sac une dernière fois et j'en ai extrait un épais document juridique relié en bleu. Je l'ai brandi dans la lumière de l'après-midi. Ceci est une copie certifiée de mon acte de fiducie familiale. J'ai annoncé qu'il établit légalement que la propriété sur laquelle nous nous trouvons m'appartient uniquement et entièrement. Mon nom est le seul nom sur l'acte de propriété. Vous, votre mère et votre frère ne possédez pas de bail. Vous ne payez pas de loyer. Vous êtes simplement des invités dans ma maison, et votre accueil a officiellement expiré. Ruth a ouvert la bouche pour argumenter, mais les mots sont morts dans sa gorge quand j'ai sorti mon téléphone et composé les 2 premiers chiffres du numéro d'urgence. Vous avez tous exactement 2 choix en ce moment, ai-je déclaré, fixant Franklin dans les yeux. Le choix numéro 1 est que vous rentriez, fassiez vos valises et quittiez ma propriété immédiatement sans causer plus d'embarras. Le choix numéro 2 est que j'appuie sur envoyer, et que la police de Charlotte arrive dans 10 minutes pour vous escorter hors des lieux. Et si je dois impliquer les forces de l'ordre pour vous expulser, je remettrai simultanément le rapport de données forensiques et la vidéo de surveillance au procureur de la République. Vous serez tous les deux formellement accusés de vol qualifié et j'ajouterai une accusation d'extorsion pour le coût du titre de propriété du véhicule que vous avez essayé de faire aujourd'hui. La menace d'une peine de prison fédérale pesait lourdement sur le jardin. Les parents restaient complètement silencieux, n'offrant absolument aucun soutien ou sympathie aux voleurs qui se tenaient parmi eux. Vance a regardé les documents juridiques sur la table, puis mon téléphone. La fausse bravade qu'il avait affichée tout l'après-midi s'est complètement effondrée. Il s'est retourné, s'est frayé un chemin à travers la foule de parents silencieux et est entré rapidement dans la maison. Ruth a laissé échapper un sanglot silencieux et humilié, et l'a suivi à l'intérieur, gardant la tête baissée pour éviter les regards dégoûtés des membres de sa propre famille. Franklin est resté figé sur le patio en béton. Il m'a regardé avec une expression pathétique, réalisant que la vie confortable et subventionnée dont il avait joui pendant des années était entièrement terminée. Il a ouvert la bouche, peut-être pour offrir une excuse creuse ou mendier une seconde chance. Je ne lui ai pas donné l'occasion de parler. J'ai sorti du dossier Manny l'accord de séparation finalisé que mon avocate avait rédigé la semaine précédente. J'ai plaqué l'épaisse pile de papier de divorce directement contre sa poitrine. Il a instinctivement levé les mains pour attraper le classeur avant qu'il ne tombe au sol. Tu as 7 jours pour me rendre la valeur monétaire exacte des bijoux de ma grand-mère. Je lui ai dit, ma voix complètement dénuée de toute émotion. Si l'argent n'est pas viré sur mon compte courant principal d'ici vendredi prochain, la police reçoit la vidéo. Sors de ma maison. Franklin a baissé les yeux sur la demande de divorce, a dégluti difficilement et s'est finalement détourné. Il a franchi les portes vitrées coulissantes, me laissant seul dans l'air chaud de l'après-midi. Le lendemain matin, la maison était remarquablement calme. Il n'y avait pas de demande, pas de commentaires passifs-agressifs,
Et pas d'urgence financière à résoudre. À exactement 8 heures, un serrurier professionnel est arrivé. Je me tenais dans l'entrée et je l'ai regardé percer l'ancienne quincaillerie et installer de tout nouveaux pènes dormants ultra résistants sur la porte d'entrée. Il m'a tendu un jeu de clés froides et brillantes. Je suis sorti sur le porche et j'ai pris une profonde inspiration. L'air matinal de la Caroline du Nord semblait incroyablement pur. J'ai regardé le long de l'allée. Ma belle BMW était parfaitement en sécurité au soleil, complètement intacte par les personnes qui avaient essayé de la prendre. Le cycle de la manipulation était définitivement brisé. J'avais enfin récupéré ma maison, ma propriété et ma vie entièrement entre mes mains.